Où est passé le tonton raciste? C'est une question parmi d'autres qu'on va se poser parce qu'on va s'intéresser aujourd'hui au réveillon de fin d'année et on va essayer de faire une analyse un petit peu matérialiste des différents profils qu'on retrouve dans ces réveillons de fin d'année. Alors évidemment, ça va être un peu rigolo, mais derrière tout ça, il y a quand même des choses qui ont bougé. Par exemple, le fameux tonton raciste que tout le monde appelle à chaque fois de ses vœux dans des blagues. Heu, dont on parle souvent depuis une vingtaine d'années. On va voir s'il est toujours aussi présent ou s'il a muté avec la mutation de la société. On va parler de plein de choses, de tonton antiraciste, de tata écolo, de grand-père fasciste. On va parler de plein de choses très intéressantes. On va faire ça évidemment avec Chris de Position Revue, notre marxologue en chef, sur la chaîne et notre matérialistologue en chef. Alors, comment ça va Chris? Bah, ça va bien et toi? Pas trop mangé? Tu à la diète? Ah, un peu mangé, un peu mangé. En plus, on va remanger le 31, à la diète, oui, mais tu sais, même entre 2 repas, tu as toujours quand même de la famille que tu revois, donc Ouais, tu mais oui. remanges et puis, chacun se sent un peu obligé aussi, de remanger des chocolats ou je sais pas trop quoi qu'il a eu, donc c'est quand même, pas de tout repos, ce genre de truc. Non, je suis d'accord. C'est On va pareil peut-être ici. parler un petit peu de réveillon, hein, bon là, on est entre les 2, on est un peu entre les 2 tours, entre le réveillon du 24-25 et puis enfin du 24 et le réveillon du 31. On va parler même de repas de fin d'année en général, hein, parce que le 25 aussi, c'est un moment de partage et un moment où on rencontre des profils qu'on rencontre pas toujours toute l'année et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les évolutions d'année en année. Moi, par exemple, dans ma famille, il y a des gens, tu vois, qui étaient des républicains convaincus, républicains dans le sens de les républicains, tu vois? Des gens qui ont voté, je Ouais, pense, la droite, quoi. RPR et républicains jusqu'à Fillon et qui depuis 2-3 ans, se moïsent à l'extrême droite, tu vois? Se fascisent un peu, tu vois? Et ça, c'est des profils intéressants, dont on voit l'évolution que grâce au repas de fin d'année. On ne pourrait pas s'en rendre compte sinon, parce que quand on appelle les gens et qu'on les voit que 2 minutes, on se rend pas forcément compte de leur avis sur les trans, sur les arabes, sur je sais pas trop quoi. Et donc on va parler de ça aujourd'hui. Toi, ça s'est bien passé tout ça? Ouais, ouais, non, ça s'est bien passé. Moi, je repense à, c'était l'année dernière, non? On avait dû faire une vidéo de rentrée, un truc comme ça. Je sais pas si c'était dans celle-là où on en avait parlé. Mais tu sais, on avait vu on avait vu une vidéo d'à l'époque, Pascal Praud. Tu sais, il faisait une remarque sur Raymond Kopa en disant quand même Raymond Kopa, comme Zidane et comme Platini, les 3 grands numéros 10 français, c'est 3, quand même d'origine étrangère, comme quoi l'immigration et là, tu avais tout le monde autour de la table, Dornelas et tout, qui le Dornelas regardaient en et tout mode: «Qu'est-ce que tu racontes frérot?» tu sais? Et là, j'avais pensé exactement ce que tu viens de dire, on avait passé un cap. Maintenant, il y a le tonton antiraciste gênant. C'est-à-dire, c'est SOS antiracisme. Tu vois? C'est genre les gens, ils sont là, on est: «Attention, ils sont passés de l'autre côté» et les meufs étaient et les gens étaient autour de la table et à dire: ça va» et je crois que Dornelas dit cette phrase, elle dit: «Là, c'est open bar». Tu sais, genre: Ouais, ouais, «Non mais là ouais. c non mais là, c'est open bar là, c'est bon, on peut dire, toutes les dingueries possibles et On imaginables, peut dire comme qu'il quoi faut sauver les migrants l'immigration dans la c'est bien, quoi». Méditerranée, ça devient n'importe quoi, hein. Et moi et moi du coup ça va avec l'intro que tu disais, que tu disais à l'instant. Effectivement, est-ce que le tonton antiraciste, et ben, en fait, il est si, pénible que ça? Ou est-ce que, finalement, il tout le monde est plus ou moins d'accord avec lui aujourd'hui, ce qui serait un Le peu tonton raciste, tu problématique, veux dire? mais le tonton raciste, pardon. Bah, oui, oui, oui. Mais, Bah, non, mais je pense que c'est un point où tu étais le 1er à le voir, mais où tu as raison. Je sais pas si tu étais le 1er, mais, en tout cas que je l'entendais, c'est que ouais, le tonton antiraciste est devenu réel parce qu'en fait, autour des tables en France aujourd'hui, il y a une parole raciste de plus en plus débridée et donc, sauf dans certaines familles évidemment, il y a des familles de gauche, hein, mais dans des familles lambda et dans pas mal de familles de droite, mais qui étaient peut-être de droite républicaine avant ou qui n'osaient pas être racistes ouvertement parce que même s'il y avait des gens autour de la table qui étaient racistes, ils savaient que ça passait pas trop. ouais, Et ben, aujourd'hui, balancer des dingueries racistes, bon, c'est la vie un peu de base autour de certaines tables, tu vois? Et par contre, être antiraciste, ça devient, être le mec chelou et moi, je l'ai vu, hein, alors je citerai pas forcément dans quelle famille, avec qui et tout, mais je me suis retrouvé comme ça
à devoir debunk des fake news sur les trans. Et c'était moi le tonton antiraciste, tu vois. Tonton Le woke. tonton antiraciste qui devait commencer à dire non mais attendez, ce que vous racontez c'est faux, ou de mettre un peu de l'eau dans le vin, et tu ne peux même pas avoir dire vraiment ce que tu penses, tu vois, parce que si tu disais ce que tu penses, déjà, tout le monde serait choqué, tu vois. Donc déjà tu t'avances à pas un peu feutré, tu vois. Mais tout comme le tonton raciste, il te balançait peut-être pas tout directement, tu vois. Il faisait peut-être Ouais. des sous-entendus, tu vois. Et t'as la gênance, tu sais, t'as la gênance du tonton. C'est pour ça que quand vous êtes sur Twitter, vous êtes sur un univers souvent un peu qui est votre univers idéologique, et donc nous qui sommes des gauchistes, et ben on a ce réflexe de tiens, on va se battre contre le tonton antiraciste, le tonton raciste, pardon. Comme quoi on est dans la confusion. Mais on est dans le tonton raciste qui va, tu sais, en fin de repas, comment ça va être, tu vois, avec un coup dans le nez, qui va commencer à dire ouais, mais bon, quand même, c'est toujours les mêmes, tu vois. Et, et là, maintenant, on se dit, ah, on va devoir gérer. C'est les autres qui se disent, ils vont devoir gérer à la fin Christian, le tonton antiraciste qui arrive et qui, à la fin du repas, qui dit ouais, d'accord, les immigrés foutent la merde, mais tu sais, normalement, c'est l'inverse. Tu sais, normalement, quand il y a un mais, tu sais, quand les mecs qui disent mais, quand les Anglais disent ça, ils disent tout ce qui est avant le mais est bullshit, tu vois. Donc, je suis pas raciste, mais, tu vois. Et là, maintenant, tu vas y avoir des gars qui disent je suis pas antiraciste, mais quand même, ce serait bien de régulariser tout le monde. Et là, tout le monde dit ah, super, Christian, c'est bon, on va encore les entendre, tes conneries. Qui c'est qui l'a resservi de l'alcool encore à Christian, tu vois? Et donc, c'est un peu la modification de l'hégémonie de droite. Ah non, non, mais il y a vraiment ça. Et il y a aussi une question un peu générationnelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, le tonton raciste, il devient de plus en plus grand-père, tu vois, ou grand-tonton. Parce que le tonton raciste, tu vois, qui avait peut-être 40, 45 ans quand on a parlé dans les années 2000, il a peut-être 55, 60 ans, il commence à accéder à un autre âge. Et t'as des mecs comme moi, tu vois, qui commencent à être tonton, tu vois, qui ont 30, 35 ans, tu vois, et qui, eux, sont peut-être d'une génération qui commence un peu plus à comprendre d'un antiracisme un peu plus concret, tu vois, d'une génération qui a été bercée aussi par Mélenchon, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a ce côté générationnel, tu vois. Alors qu'il y a 20 ans, les grands-pères étaient pas fascistes, tu vois. Les grands-pères, alors ils étaient réacs, ils étaient sûrement racistes parce qu'ils étaient élevés dans des trucs, dans des structures très racistes et tout, tu vois. Mais ils votaient RPR, après ils ont voté UMP, ils ont voté à gauche aussi, PS et tout. Ils ont voté sur des partis de centre, tu vois, qui du PS au RPR et à l'UMP, on est d'accord qu'ils ont des biais racistes les deux, tu vois. Mais ça n'équivalait pas à aujourd'hui ce qu'on va trouver chez un Zemmour, tu vois. Ouais. Alors que par contre, le tonton raciste, lui, quand il va avoir 60 ans, là, il lâche les chevaux, le gars, hein. Le gars, il en peut plus. C'est remigration, tu vois. Ouais, mais en plus, tu sais, ils sont dans une logique d'hégémonie où bientôt c'est leur tour, quoi. Tu vois? Euh, les tontons racistes aujourd'hui sont hégémoniques, et ils sont comme dans les. Tu sais, ils sont comme dans les années fin 70, début 80. C'est comme la gauche qui avait jamais été au pouvoir voyait Mitterrand arriver, ça va être notre tour, tu vois, c'est les mecs qui avaient préparé le truc, etc. Et là, ils voient Marine Le Pen ou Bardella prendre le pouvoir bientôt. Donc ils se lâchent, tu vois, genre, c'est bon, hein, vous nous avez bien saoulés depuis 15 ans avec vos petits repas, là, machin. Donc bientôt, c'est notre tour, donc on va. Et donc, le côté résistant, ou un petit peu comme on disait tout à l'heure, sous le tapis, qu'osait pas trop dire, bah maintenant, tu sais, ça vient sur un autre pôle, tu te parlais de la FI, qui est clairement le parti que. Bah, tu vois, au début des années 80, tu avais un double jeu du PS, c'est-à-dire qui condamnait moralement le FN, mais qui s'en servait pour diviser la droite, etc. Il y a un peu ce double jeu-là aujourd'hui, de la surcondamnation de la FI, qui est le parti ONI anti-républicain, beaucoup plus que le RN aujourd'hui. Et ben, tu as de la même manière un sujet collectif, une classe sociale qui va pas être celle qu'était le RN, qui était le prolétariat, le premier prolétariat manufacturier en désagrégation dans les années 80, qui a commencé à massifier en fait le vote FN Jean-Marie Le Pen. Et puis la petite bourgeoisie qui est toujours plus ou moins en crise, artisans, commerçants. Bah là, non, ça va être, comme tu disais, ça va être le tonton anti-raciste, c'est toi.
C'est le gars qui a fait des études, mais qui galère un peu, qui a pas trop de thunes, qui vote FI, mais qui le dit pas trop, tu vois. C'est le vote honteux. Tu te rappelles, on parlait du vote honteux Mm. dans les années 90 pour le FN. Bah là, c'est le vote honteux FI. Tu vois. Et à un moment, tu sors du bois, pas du, et tu dis, non, mais quand même, les jeunes, faudrait peut-être quand même leur parler un peu plus de sexualité pour éviter les VSS ou Ouais, ah pour ben ça m'est arrivé, et ça là, m'est tu arrivé. places ça comme ça et les gens sont là. De quoi? Ah non! Qui c'est qui a resservi Padu en alcool? Il va encore Et nous sortir moi des trucs j'ai de eu ça, attends, j'ai eu la remarque de quelqu'un qui commence à dire ouais, vous avez vu Aurore Berger, la théorie du genre. J'étais là, mais Aurore Berger, c'est une meuf qui vient des Républicains, qui est réactionnaire de bout en bout dans tous ses choix depuis 7 ans. À quel moment les mecs pensent que Aurore Berger, elle veut wokiser tes gamins et leur apprendre à faire des pipes à 4 ans, tu vois? Genre, c'est évident que c'est pas le projet, tu vois? Personne n'a jamais dit ça, mais eux, ils sont dans un délire comme ça, ils sont persuadés de ça, et du coup, c'est vrai que tu passes pour le mec, tu sais, qui met un peu de l'eau dans le vin. Et justement, tu peux pas avancer tu peux pas avancer ce que tu penses directement, donc tu es obligé de faire un peu du socratique, tu vois, de poser des questions, de remettre en avant des faits, parce qu'il y a aussi beaucoup de fake news, tu vois, des trucs, des trucs un peu à la psychodélique, tu vois, des trucs, on me dit oui, vous avez vu, on m'a dit ça aussi, tu vois, on m'a dit ouais, moi j'ai un ami canadien, il m'a dit qu'au Canada à 7 ans, les enfants, ils devaient choisir leur genre, c'est là. T'es sûr que ton ami canadien il raconte pas n'importe quoi, mais tu sais, tu peux pas dire vous êtes complètement con, c'est évident que c'est des conneries, tu vois. Et du coup, t'es obligé d'avancer, de debunk par-ci par-là, et puis en plus, t'es dans un repas, donc t'es pas là non plus pour foutre la merde, parce que t'es aussi content de voir ces gens-là, tu vois. C'est ça qui est marrant aussi, c'est que t'es dans un truc où t'es pas là pour clasher tout le monde, Bah, donc t'es entre deux. et ça, c'est intéressant parce il y a un jeu en fait dans ça. C'est que on est tous. Enfin, après, il y a des gens aussi qui ont vraiment qui peuvent plus retourner en famille, hein, et c'est souvent pour ça, c'est moins pour des orientations idéologiques que souvent pour des orientations sexuelles. Donc là-dessus, il faut être, c'est très compliqué et il faut être en soutien absolu. C'est vraiment les périodes où c'est le plus difficile d'assumer des orientations sexuelles différentes. Et donc, souvent, voilà, on va mieux gérer le tonton raciste que le tonton homophobe, finalement, dans les repas de famille. C'est plus. Mais sur les guerres idéologiques, il y a un jeu, surtout pour des gens qui aiment bien ça. Moi, j'ai un- je viens d'une famille très prolétaire où on aimait bien s'engueuler sur la politique parce qu'il y a un peu de tout avec des radicalités différentes. Moi, j'ai un oncle CGT et puis j'ai d'autres bords. Mais ma grand-mère, c'était le truc, c'était surtout quand j'avais genre 14-15 ans, tu sais, quand tu commences à t'éveiller, quand t'es ado et que tu commences à t'éveiller à la politique, t'as envie de défoncer un peu tout le monde. Enfin, moi, je suis peut-être pas mûri beaucoup depuis, mais ma grand-mère, c'était tout de suite, elle commençait le repas, elle disait, bon, aujourd'hui, on parle pas de politique. C'était vraiment le truc, genre, non, non, c'est interdit de parler de ça. C'était parce que elle savait que ça partait en. Voilà, que c'était compliqué. Mais, mais on voit. Alors, moi, j'ai vu des évolutions, mais je pense que les clivages qu'on voit aujourd'hui, moi, j'ai pas une famille, ce que tu disais, écrivais tout à l'heure, dans les clichés, c'est-à-dire de gens qui étaient du côté de la majorité. Moi, aussi lointain que je me souvienne, dans ma famille, ils ont toujours été un peu oppositionnels. Alors, soit, je te dis, par la CGT, très ouvrier, ou soit des fois des gens abstentionnistes complètement convaincus, ou voire même tentés par le FN, voire même qu'ils l'ont fait, mais sûrement dans des époques où on l'assumait moins. Et paradoxalement, en fait, la normalisation du FN-RN, moi, je vois par exemple mon tonton le plus raciste, qui aurait pu voter, qui se serait vanté de voter FN dans les années 90-2000. Aujourd'hui, il va prôner l'abstention. Ouais. Parce que c'est presque des pourris comme les autres, tu vois, parce qu'ils Oui, bah oui, oui. sont. Donc Est-ce qu'il a c'est. tort au fond? De quoi? Est-ce qu'il a tort au fond? Mais je pense pas qu'il a tort. Et moi, moi, dans ma famille, par exemple, c'est vraiment on parle beaucoup de politique, mais en termes de vote, la majorité, ça va être l'abstention, par exemple. Ça va être. Les gens vont s'abstenir.
Euh, Ce qui est intéressant, c'est les parcours, comme tu disais tout à l'heure, de gens qui ont été sarkozystes, macronistes, euh, et qui sont maintenant bardélistes, quoi, ou, voilà, ou proto-bardélistes, je sais pas trop comment. Les gens qui suivent le sens du vent. Tu sais, qui sont toujours du côté du vainqueur de la présidentielle, quoi. Après, il y a la tentation aussi de devenir un tonton raciste, tu vois. Enfin, moi, j'en ai dans. Alors, c'est pas forcément des tontons, tu vois, mais j'en ai justement, tu vois, qui étaient dans un vote, je pense, genre UMP ou un truc comme ça, un peu classique, et qui sont, mais qui représentent un peu l'UMP aujourd'hui, c'est-à-dire une tentation de Ciotti, mais qui vont peut-être quand même pas aller voter RN ou Ciotti, tu vois, mais tu sais, qui t'avancent des arguments un peu racistes et tu leur dis, ouais, c'est un peu des conneries, et puis ils te disent, ouais, ouais, t'as pas tort, tu vois. Mais tu vois qu'ils sont alors qu'ils étaient imbougeables pendant 30 ans, les mecs, tu vois qu'ils pourraient bouger, tu vois. Et tu vois qu'au second tour, ils vont bouger entre Bardella ou Mélenchon, ils vont voter Bardella, tu vois. Mais ils vont pas voter Bardella au premier tour pour autant, tu vois. Mais c'est intéressant parce que ça, on voit là, on en parlera peut-être après, mais on voit là la problématique euh, qui sert Macron et qui a le RN, quoi. C'est-à-dire le côté, ça reste aventureux, tu vois, Oui, 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 Bardella. et c'est exactement ça, Mm. tu vois. Ça C'est reste exactement ça. aventureux. C'est, C'est c'est, des gens très pessimistes avec la politique, c'est-à-dire ils sont pas forcément contents de ce qu'il y a, mais ils disent, ça pourrait quand même être pire, tu vois. tu sais, les familles un peu petites bourgeoises ou bourgeoises, elles vont réfléchir comme ça, elles vont dire, ils ont pas tort sur l'immigration, mais est-ce qu'ils sont sérieux sur l'économie? Tu sais, genre, Mhm. est-ce que, est-ce qu'on va préserver mes pensions? Tu vois, à la Mhm. fin, ça reste ça, tu vois, c'est-à-dire que pour l'instant, le Wauquiez ou LR, malgré qui sont tout petits, et c'est pour ça qu'ils ont encore une carte à jouer politiquement, paradoxalement, ou Macron, tu vois. Euh, Même s'ils sont pas passés du côté du racisme totalement, et que ils ont quand même le RN a quand même gagné ça, de montrer que bah, c'est la crise, hein, on en parle souvent, voilà, euh, que bah il y en a un peu trop pour tout le monde, etc. Ils ont pas Ils gardent ce côté, non mais on sait pas trop ce qu'ils vont faire en économie. Faudrait pas que les pensions de retraite baissent ou que le taux d'intérêt de ce que j'ai placé de mes plans d'action ou de mon assurance vie soit réduit, quoi. Et, euh, et ça, on le voit aujourd'hui, c'est la dernière corde, alors j'espère que c'est celle-là, hein, mais à laquelle s'accroche Macron. Tu vois, c'est mais parce que attention, attention, si vous ne votez pas le budget, si vous nous censurez, la France va partir dans une crise économique, quoi. Et ça, la bourgeoisie, c'est pour ça que ça nous protège encore un peu de la pente fasciste, parce qu'elle voit encore le RN comme aventureux et pas comme La solution, le ouais. premier protecteur de ses intérêts pécuniers, quoi. Mm. Mais ça, c'est super intéressant, ouais. Et moi, ouais, typiquement, tu disais, c'est un petit bourgeois, tu vois, qui pense comme ça. Et c'est très intéressant parce que euh, tu vois qu'en fait, ces gens-là, même s'ils sont sûrement moins politisés que moi, tu vois, ont une conscience de classe de zinzin, tu vois. C'est-à-dire que ce choix-là, tu vois que le gars a très bien compris que bah voilà, ça peut être mauvais pour les affaires et c'est peut-être pas faux, tu vois, pour ses affaires à lui, c'est peut-être un peu aventureux et qu'au final, bon bah même s'il est pas pour et que peut-être que les Arabes ça fait un peu chier, ce qui compte quand même c'est la boutique, tu vois. Et je trouve ça assez intéressant, tu vois. Mais parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est plus facile pour la bourgeoisie. Alors, quand on parle de sujet collectif, on va faire un peu de marxisme, mais dans le sujet collectif et dans le marxisme et dans la conscience de classe, et on parlait de livre tout à l'heure, le livre qui est le plus important, à mon sens, en termes de concept pour penser ça, c'est le livre de Lukács, Histoire et conscience de classe, avec l'idée de conscience possible. La conscience possible de la bourgeoisie est moins performative pour comprendre l'intégralité de la société, mais elle est plus adéquate à la pratique concrète des individus qu'elle recouvre. Ça veut dire que elle est beaucoup plus proche des intérêts quotidiens et de la pratique quotidienne de ses membres. C'est pour ça que c'est très difficile Mm. de voir la différence entre euh, les intérêts bourgeois et la conscience de classe bourgeoise. Dès que tu pratiques la boutique, tu es dans une conscience de classe bourgeoise, fondamentalement. Donc là où l'intérêt du prolétariat, lui, bah, des fois,
il rentre en contradiction avec ses intérêts quotidiens concrets. C'est-à-dire que des fois, ne pas pratiquer la révolution, ne pas pratiquer l'action de classe prolétarienne, ne pas pratiquer le militantisme politique, ça lui permet d'avoir un confort quotidien, etc. Un bourgeois ne peut pas aller contre sa pratique de la bourgeoisie pour maximiser ses intérêts. D'où le fait que, comme tu l'expliques, ils ont une conscience de classe tout le temps euh, qui paraît tout le temps éclairée, parce qu'en fait, elle est complètement identique à leur pratique quotidienne, quoi. Mais d'ailleurs, ça m'a vraiment sauté aux yeux parce que justement, normalement, quand tu parles à 90% des gens qui sont pas des petits bourgeois ou des bourgeois, tu leur parles de Bernard Arnault, tu vois, ils sont plutôt contre, tu vois. Et en fait, cette personne, justement, bah, qui est un petit bourgeois, tu vois, euh, commence à dire, ouais, il n'y a pas assez d'argent. Et tu lui dis, ouais, il y a peut-être des gens, tu vois, j'y vais un peu ça, peut-être des milliardaires qui pourraient payer un peu plus leurs impôts et tout. Et là, genre, je me suis fait arrêter en mode, oui, mais moi je connais, quand on commence à taxer Bernard Arnault, ça finit comme taxe moi, tu vois. Et là, tu sais, tu vois qu'ils comprennent la logique et ils ont pas tort en plus, tu vois. Eh Parce oui, qu'évidemment, s'il y a une logique à taxer Bernard Arnault, il y aura aussi une logique à taxer les petits bien bourgeois. sûr. Alors la FI dit que non, mais en fait, c'est vrai. En vrai, c'est vrai, faut pas Bah, leur bien dire, sûr que c'est vrai. mais et voilà, et parce que et c'est pour ça que en fait, ils n'ont pas une conscience plus claire, plus lucide. C'est juste qu'elle est beaucoup plus synchronisée avec leur rapport individuel au monde, ce qui est moins le cas du prolétariat. Le prolétariat, pour être une classe mobilisée, euh, qui a une pratique pour elle-même, etc., il faut que les individus qui la composent s'éloignent un peu de leurs intérêts immédiats. Mm. Alors que la bourgeoisie, elle, plus elle est proche de ses intérêts immédiats, plus elle est proche de sa conscience de classe. D'où la nécessité pour les prolétaires d'avoir une organisation, ce qui est quand même moins nécessaire pour les bourgeois. Leur organisation, elle est presque Organisation de leur entreprise. organique, enfin, elle est classique. Ouais, c'est ça. Et ils en ont pas forcément bebesoin particulièrement, tu vois. C'est Elon leur Musk, il a pas eu besoin de organisation faire de autre classe, chose que c'est de leur faire du entreprise et c'est business le pour faire marché. ce qu'il fait, tu vois. Excuse-moi, je t'ai coupé, frérot. Mais c'est ça. Non, non, mais c'est assez intéressant, tu vois. Alors que ben, pour s'organiser, quand t'es un prolétaire, bah, t'es obligé d'adhérer à un truc où tu cotises, où tu vas faire du militantisme, où tu vas aller à l'encontre de certains biais que tu pourrais avoir, où tu pourrais ouais, te prendre ton petit pavillon, être tranquille et tout. C'est hyper dur en fait. C'est ça. Donc c'est souvent ce qui est. Euh, L'organisation sert à ça. Et historiquement, les organisations de classe, elles ont fait deux choses. C'est-à-dire, pour ces deux choses-là, former la conscience de classe pour justement comprendre l'intérêt non pas immédiat, mais média, c'est-à-dire via la lutte de classe, voilà. Mais aussi compenser aussi les problèmes d'inconfort immédiat des ouvriers, justement par la mise en place de structures de solidarité, d'entraide, etc. Parce que quand on est dans une société comme bah, là où il y a eu l'essor du mouvement ouvrier, c'est-à-dire où il n'y a pas d'État social, redistributif, etc., la précarité et la solitude du monde ouvrier étaient une entrave à son action collective de classe. Donc il a fallu pas simplement les former intellectuellement, mais il a aussi fallu compenser des problèmes de confort immédiat. Et cette solidarité de classe-là, eh bien, elle a permis d'annoncer d'ailleurs non seulement des réformes de l'État social, les caisses de retraite, les caisses de santé, etc. Parce que c'est d'abord le mouvement ouvrier qui lui-même a organisé sa propre santé, a organisé sa propre sécurité sociale au sein même des organisations, comme tu l'expliquais, pour compenser un État qui n'était pas là. Et là, ce qu'on va voir, en fait, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que la phase néolibérale est une phase de destruction on va dire, de la captation de l'État fordien, c'est-à-dire de l'État protecteur, là, le welfare state, là, l'État, comment on dit, l'État-providence, voilà. Hmm. Euh, et ben le néolibéralisme, c'est une destruction de ça. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de, de, de destruction de solidarité, de destruction d'accès à la santé, de destruction d'accès à la retraite, etc., du prolétariat. Et les organisations aujourd'hui, elles ne sont plus du tout organisées pour compenser ces destructions étatiques. Donc, il va falloir penser des organisations beaucoup moins gazeuses, beaucoup plus solides, pour remobiliser la classe euh, des travailleurs
euh, pour justement compenser le néolibéral, toutes les structures de solidarité qui étaient étatiques qui vont disparaître et qui sont en train de disparaître, et en même temps recréer de la conscience de classe qui n'est, comme on l'a dit, pas immédiate, quoi. Il y a Not Like Fish qui met du coup ça fait de la classe moyenne une classe quasiment contre-révolutionnaire en fait. Et ben ça dépend. Alors on parlait des profils types, qui ont évolué. Moi, j'ai le cousin complotiste qui est devenu, depuis qu'il est en école d'ingé, il est devenu jancovichiste. Tu sais, il était thoralien complotiste et il est devenu jancovichiste. Basé, Hein? c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Mais parce que bon, son rapport au réel a changé, le fait de se penser ingénieur et comme classe moyenne, un peu technicienne, etc. Euh, il se voit, c'est une classe qui justement se voit, qui est un peu critique, qui voit la problématique de l'énergie, de l'écologie, etc. Mais qui quand même veut garder sa position de supériorité par rapport au reste des classes. Donc qui est conservateur critique. Elle est critique par rapport à une bourgeoisie totalement parasitaire, néolibérale, qui n'a plus du tout, qui est complètement débile. Donc, c'est-à-dire la bourgeoisie type Bruno Le Maire. Voilà, vraiment, Bruno Le Maire, c'est vraiment ça. Une bourgeoisie complètement con, qui ne comprend rien, n'a rien, et à qui on donne des manettes pour résoudre les problèmes. Je vais même pas dire qu'il a créé, qu'il n'est même pas capable de comprendre qui les a créés. C'est-à-dire, et donc cette classe jancovichiste là, eh ben, elle est entre les deux et elle représente bien ce que c'est les classes intermédiaires, c'est-à-dire des classes qui ont assez de rapport au pouvoir pour être critiques des gens qui détiennent ce pouvoir-là et qui font n'importe quoi, mais qui n'ont pas encore assez de solidarité avec l'ensemble des travailleurs pour pouvoir devenir vraiment révolutionnaires et non pas conservatrices, réactionnaires. Notre tâche à nous, c'est justement de faire en sorte que cette classe intermédiaire qui est indispensable pour renverser la société, elle passe du côté de la révolution et non pas de la réaction. Et attends, il y a Grandiose Patate qui a mis le commentaire le plus matérialiste, le plus réel, c'est ce qui politise les ingés, en vrai, c'est la haine des écoles de commerce. Mais c'est un peu ce que t'as dit, en fait. Et oui, C'est la haine des débiles qui sont en haut de la société alors c'est qu'ils ça, ont aucune compréhension de rien, quoi. c'est ça, c'est ça. C'est vraiment l'école de commerce, eux, c'est le... quand tu fais une école de commerce aujourd'hui, c'est genre pour faire plaisir à papa, tu vois, il y a personne, ou alors faut venir du sud global, tu vois. Tu as encore des gens du sud global, parce qu'ils sont dans des rapports subalternes, etc., qui pensent que être chez McKinsey, tu vois, c'est vraiment être... Mais les gens qui sont déjà dans des structures bourgeoises euh, euh, déjà établis, c'est-à-dire qu'on déjà papa et maman de bourgeois, quand ils font une école de commerce, c'est pour pouvoir, tu vois ce que je veux dire? C'est pour pouvoir avoir accès à la villa l'été avec les copains, quoi. Parce que s'il n'a pas le diplôme, bon, il va être puni, quoi. Tu vois, donc, euh, donc, vraiment, plus personne ne croit à ça. C'est ouais, s'il Alors, a pas le diplôme, on lui paye pas son permis bateau, tu sais. voilà, c'est ça. Jean Gontran, tu n'iras pas à la boule hein, si tu n'as pas ton diplôme. Tu viendras à la compta avec Martine et tu passeras l'été avec elle, hein, dans la boîte de papa. Donc je te préviens, la bamboche c'est fini. Donc tu vois, ça c'est dans le repas de famille, tu vois, ça tu l'as. Et là, tu as un côté, tu as le cousin jancovichiste qui lui a fait un bac. Alors moi, à l'époque, on disait un bac S, mais maintenant, Ouais, c'est un truc je dis, ça, et puis il a fait des qui a fait maths, tu vois. MPSI ou je sais pas quoi, Et, et, qui a fait euh, maths physique, sciences de l'ingénieur. et voilà, c'est ça. Et lui, il se dit non, mais attends. Et il a lu la BD de Jancovici, de Jancovici. Et là, il se dit non, mais qu'est-ce que c'est que ces cons avec leur marché, machin. Il faut réindustrialiser, il faut rationner l'économie. Donc lui, il est déjà plus critique que l'autre. Mm. L'autre, il reproduit le parasitisme. Mais il est critique tout en étant dans un rapport de classe de.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais les pauvres, va falloir aussi qu'ils arrêtent de vouloir, voilà, consommer du fioul. Tu vois? Donc il y a et c'est pour ça que moi j'aime bien l'appeler les janko-vichistes. Parce que Jancovici, c'est vraiment pour moi le type qui est critique de la société actuelle, mais il pourrait très bien devenir demain, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Faire une révolution récupérer pour nationale écolo, tu rationner. sais, avec rationnement, tac, 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 dans Bah l'intérêt déjà, de c'est la le mec qui te dit nation. les besoins. À partir du moment où tu parles de besoins, t'es fasciste. Je Voilà, rajoute, mais tu vois, exactement. à partir du moment où tu dis on n'a pas besoin de plus que ça pour vivre, c'est souvent pour dire à ceux, parce que c'est pas à toi que tu le dis, c'est pour rationner d'autres gens en disant les gars, vous consommez déjà beaucoup, une douche tous les 3 jours, c'est très bien, tu vois. C'est un mode de pensée de rationnement et donc un mode de pensée de pénurie. Et donc Exactement. de gestion de la pénurie et donc un mode de pensée qui peut être utile à la bourgeoisie en crise. Bah, c'est la grande limite de Jancovici, c'est-à-dire de lui faire comprendre que le pétrole n'est pas un miracle de la nature offert par Dame Nature et qui nous a permis de faire n'importe quoi et que quand maintenant il va se raréfier, on va revenir à une gestion absolue de la pénurie. Il a une vision malthusienne, hein, et Jancovici se croit très malin. En fait, il devrait lire les auteurs technicistes du 19e anglais qui faisaient exactement les mêmes prévisions que lui quand ils voyaient le charbon se tarir. Tu vois. Et en fait, il ne comprend pas que le pétrole, l'humanité a toujours connu le pétrole, parce qu'il y avait toujours des remontées de pétrole. Historiquement, les Égyptiens s'en servaient pour, tu sais, pour C'est des trucs. isoler les coques des Ouais. bateaux, tu vois ce que Mm. je veux dire? Une matière comme ça. Il a fallu le rapport social capitaliste. De quoi? Pour isoler des trucs, je disais. Pour, oui, pour ce que tu Ouais, disais, c'est pour ça, ouais, sceller tu des vois, trucs, quoi. pour étanchéifier, voilà, je cherchais le mot. Et il a fallu le rapport social capitaliste pour et donc tous ces replis techniques, technicistes, etc., pour en faire une source d'énergie. Voilà, c'est pas le pétrole en soi. Ça, c'est typiquement le fétichisme de la marchandise de Jancovici, de croire que le pétrole en lui-même porte l'extraction d'énergie de ce dernier. Non, ce qui porte l'extraction énergétique du pétrole, c'est le monde moderne, capitaliste, ses rapports sociaux, sa nécessité justement de beaucoup d'énergie parce que ça nécessite beaucoup d'accumulation capitaliste, etc. Et donc, et ça, il ne le voit pas. Donc il se dit, bah, quand il n'y en aura plus, il n'y aura pas de nouvelles sources d'énergie, etc. Ce qui est peut-être transitionnel, mais sur certainement faux. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que effectivement, euh, euh, pour dépasser le problème du pétrole, il va falloir mettre en œuvre d'autres rapports sociaux, d'autres dynamiques de lutte des classes et d'organisation sociale. Et lui, alors ça, il y pense pas du tout. Et lui, il dit juste, bon, bah maintenant, on va faire exactement comme on est aujourd'hui, avec les mêmes rapports de classe, les mêmes organisations, les techniciens, les machins, mais Ouais, il sans est le quand même un pétrole. peu pour. On le critique beaucoup, il est quand même plus à gauche qu'avant. Il est quand même un peu Oui, oui, pour limiter plus les milliardaires, pour limiter des trucs quand oui, même. Faut mais tu vois, je pas. veux dire, Parce que des fois, on son passe but, pour des gars qui. Faut pas... Il est pas d'extrême droite, Jancovici. Hein, mais par contre, là, on est en train de parler vraiment de ses biais. Et parce que c'est ça qui est le plus intéressant, je pense, à discuter, quoi. mais c'est pour ça que vraiment, je dis Jancovici avec le Vichy, voilà, exprès pour ça, parce que Vichy, c'est pas. Tu vois, l'état de Vichy, c'est pas que des gens de l'extrême droite historique, c'est pas que des Maurassiens qui sont. Tu vois, c'est aussi tout un tas de gens qui viennent d'un socialiste un peu techniciste, saint-simonien, etc. Tu vois, et Jancovici, dans ce genre de personnage, dans des situations très critiques, pourrait aller vers, tu vois, vers l'un ou l'autre. Tu vois. Donc c'est Mais moi, plutôt une alerte. moi, ce que j'aime pas avec, Attention. avec son espèce de prophétie sur le pétrole, c'est que c'est un peu sophistique, si tu veux. T'es au 19e siècle. Le charbon se raréfie, on te dit oui, mais à la place du charbon, faut faire quoi? T'as pas la solution. Bah oui, si t'as pas. Enfin, si on a cette discussion, c'est parce qu'on n'a pas la solution, si tu veux. Et lui, c'est un peu ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il te pose un problème où il n'y a pas la solution actuellement, et il te dit comme il n'y a pas la solution, ça veut dire que la seule solution, c'est de compresser l'économie et de moins produire, de moins consommer.
C'est un peu sophistique comme truc, tu vois, parce qu'il poserait pas la question s'il y avait la solution et il te la pose parce que t'as pas la solution, tu vois. Ça, c'est typiquement, et tu t'en avais bien parlé dans ta dernière capsule, je crois, ou je sais plus. Tu sais, les raisonnements rationalistes. Alors, ça, c'est vraiment les raisonnements d'ingénieurs. Voilà. Donc, on en a un, on le connaît. Il fait des vidéos de gauche sur Internet. Je vais pas citer son nom parce que ça va lui faire de la pub, mais il aimerait bien avoir la hype de Padu, mais il l'a pas. Mais il fait des vidéos pour expliquer pourquoi la gauche a perdu en 2022. Enfin bon, voilà, tout le monde a compris de qui on parlait. Et ça, c'est vraiment le raisonnement rationaliste. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à penser de manière systémique. Tu te dis, je vais jouer sur cette variable-là, et pendant que les autres restent constantes, du coup, ça va améliorer le système. Mais non, en fait, tout l'effet systémique, c'est que justement, quand tu joues sur cette variable-là, les autres bougent en même temps. Et Marx, si vous voulez lire là-dessus. Attends, juste, c'est un peu la même chose quand, tu sais, quand je parlais du vote Mélenchon. Et c'est ça, je viens de Les gars qui disent oui, exactement si on parler de enlève ça, Roussel, bah ouais, mais peut-être que si Roussel s'enlève, Zemmour dit moi j'y vais pas, tu vois. C'est tout à fait possible, tu vois. Et peut-être que Le Pen ait fait 35. En fait, tu peux pas juste enlever un Mais mec c'est et dire oui, on prend ses voix, on les met là, tu sais. Comme c'est des rapports conscients, si Roussel se dit à un moment donné, je me retire de la course, les autres en face, ils sont pas. Tu vois, ils adaptent leur stratégie. Donc, Bien sûr. et ça, c'est les raisonnements rationalistes. Tu vois. Et même les votants, ça se trouve, les votants survotent Le Pen parce que Roussel est plus là et que du coup Mélenchon est plus haut dans les sondages, tu vois. Et ça, c'est vraiment. Et donc, la personne qui fait ce genre de vidéos, là, qui sont assez catastrophiques sur Internet, est ingénieur, je crois, de formation. Donc, ça, c'est vraiment typiquement les ingénieurs ont des pensées rationalistes, ils n'ont pas de pensée systémique. Et donc, ils arrivent en fait, c'est pour ça qu'ils sont très, très bons dans les phases où la société fonctionne, parce ils règlent des petits problèmes, tu vois, des petits problèmes de désagrément de système, mais quand le système dysfonctionne de manière générale, là, ils sont totalement dépassés. Voilà. Et Jancovici est un type qui donne l'impression d'essayer de résoudre des problèmes qui le dépassent. Voilà. Pour moi, c'est plutôt ça le truc, même si c'est pas le pire. Euh, mais, mais, mais moi, il a sa sœur, mon cousin Jean. Bon, là, je suis dans la fiction, mais il a sa sœur qui est, elle, écolo Marine Tourdelier. Tu vois, parce qu'il a quand Non, c'est même vrai. essayé de Oh, on croit que t'inventes, mec. Ah, mais j'invente complètement. Je te dis, je suis dans la fiction. Mais Ah oui, t'es dans la fiction, ouais. Mais tu sais, il a sa Tourdelier, tu vois. Et elle pense qu'elle est d'accord. Il l'a convaincue que on pouvait plus faire pareil. Et du coup, elle pense qu'il faut être dans la douceur, dans la tendresse. Mais elle n'est pas encore totalement convaincue de. Pas encore convaincue Alors moi, je Elle a suis pas encore assez un compris. bon citadin pour avoir ça dans la famille, et je pense toi non plus. C'est ça le problème, c'est qu'on n'en voit pas des gens qui votent Tourdelier et qui sont en mode écolo Tourdelier. Par contre, moi, j'ai des écolos réac. J'ai des écolos Ah oui. Pierre Rabiste, tu vois. Ah oui. Tu vois, la tata moitié, moitié anti-vax, tu sais, mais moitié écolo. Tu vois, elle aime pas les vaccins parce que je sais pas trop quoi, pour un motif un peu écolo bizarre. Mais elle pourrait être vichiste aussi, tu vois. Il y a aussi le côté vichy chez le Pierre Rabiste. Ouais. Mais Bah, sauf bien que c'est sûr. moins rationnel, tu vois. Chez le Jean Covichiste, il y a c'est par des calculs, machin et tout. Chez le Pierre Rabhi, c'est parce que avant on faisait pas comme ça, si tu veux. Et Oui. comme avant on faisait pas comme ça, bah ça va quand même plus très bien. Puis c'est un peu pareil avec les trans au final, tu vois. Et du coup, t'as le truc, tu sais, t'as le pingo réac sur de l'écolo, tu vois. Bah, et ça, c'est marrant. C'est que Jancovici, en fait, cette classe-là va interroger le problème sans interroger le système, tu vois. Et les Pierre Rabhi vont interroger le système sans interroger le problème. Tu vois, eux, ils vont se dire anticapitalistes, mais juste parce que le capitalisme est arrivé, en fait. Avant, c'était bien. Le capitalisme a tout dérégulé. Et du coup, il faut revenir à avant, tu vois. Donc, les deux, en fait, sont dans la même problématique, hein. D'ailleurs, si vous lisez mes auteurs favoris, comme, comme, on, comme on parlait justement de Goldman ou Lukács, tout l'esprit de l'analyse de l'idéologie, des idéologies, des pensées, des visions du monde de Marx et Lukács, c'est ça. C'est justement d'essayer de comprendre que les gens qui font de la philosophie,
n'essaye, en général, des fois ils se cachent là-dessus, mais pas de résoudre des problèmes métaphysiques, spirituels ou de blablater, et cetera, même si ça peut apparaître comme ça. Ils essayent de résoudre des problèmes concrets de leur sujet collectif. C'est-à-dire des problèmes qui ne se posent pas à eux-mêmes individuellement, mais qui se posent souvent à leur sujet collectif, leur classe sociale ou leur caste, quand on n'est pas tout à fait sous le capitalisme. Et donc, effectivement, bah, Jancovici, il essaye de résoudre le problème concret euh, euh, des techniciens, des ingénieurs, etc., qui se posent face à la raréfaction des ressources carbonées et la nécessité quand même de faire tenir la société. Les écolos, Marine Tondelier, on sait pas vraiment, ils ont pas de problème en fait, c'est qu'ils s'en inventent, ils représentent pas vraiment une classe sociale, tu vois, je veux dire, c'est pas assez sérieux pour pouvoir être pensé comme ça. Position a Mais dit Jancovici plus sérieux que Marine Tondelier. bah quand même, je suis obligé. Donc, et les gens, voilà, les écolos Pierre Rabhi, eux, alors, je sais pas s'ils pèsent beaucoup, mais il y en a hein, dans les Verts, hein, je pense. Hein. Il y en a beaucoup qui Bah votent oui, Vert je pense, oui. là-dedans, tu vois. Il y en a beaucoup qui votent aussi, je pense, à droite, tu vois. Ou qui votent pas. Ou qui sont, je pense, la plupart ils sont abstentionnistes, je pense. Il y en a beaucoup qui votent à droite aussi, au-delà des Verts. Mm. Donc, ben ouais, c'est ça. Et mais les écolos Pierre Rabhi, eux, bah, souvent ils sont autonomes, tu vois, en termes de classe. Souvent ils ont pas de rapport collectif au rapport de classe. Ils sont autonomes, ils ont leur petite boîte, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ouais, Où ils ils ont leur sont, petite où ils sont boîte, totalement désociabilisés au niveau du travail. ouais, exactement, ils sont dans la solidarité. Marx pourrait si on était vraiment marxiste, on pourrait faire des analogies avec un des meilleurs livres là-dessus de quand Marx essaye d'analyser concrètement les classes et non pas simplement abstraitement. Les deux sont importants, hein, comme dans le Capital. Mais je fais une précision, le Capital, tout à l'heure, comme j'ai pas les coms, je le répète, je n'ai pas le droit d'avoir l'accès aux coms parce que sinon, ça me parasite et j'engueule des gens. Il y a quelqu'un qui a parlé du rapport de reproduction d'Alain Beer. Euh, Justement, le Avant la Capital. capsule, hein, quelqu'un a parlé de Hein. ça. Ouais. Ah oui, C'est pardon. avant la capsule que Le- quelqu'un a parlé de Et ça. le Capital est écrit justement dans un monde où il n'y aurait que la bourgeoisie et le prolétariat. Voilà. Capital livre 2, livre 3 fait intervenir la production terrienne, etc. Mais c'est vraiment centré là-dessus. En fait, Marx sait très bien que ça ne se résume pas à ça. Et quand il fait la lutte des classes en France, etc., il montre bien plus de classes, de proto-classes, etc. Et il parle de ce qu'on appelle les paysans éparpillés. Et aujourd'hui, on pourrait parler de salariat éparpillé. Tu vois. Et tu as des gens qui sont dans le salariat éparpillé, qui sont des petits indépendants, qui ont des petites boutiques ou des toutes petites propriétés terriennes, etc. Donc, qui ont un rapport, à, comment dire, euh, de confort et de situation matérielle comme les couches les plus basses ou moyennes basses du salariat, mais qui ont quand même un rapport intellectuel d'indépendance. C'est-à-dire qu'ils ne se considèrent pas, eux, comme ouvriers, comme salariés au sens classique. Ils considèrent qu'ils font leur propre truc. Ils ont leur propre Hmm. machin. Voilà, qu'il y a une forme de désocialisation. Et donc ça, c'est propice à toutes les idéologies un petit peu de fuite, de rejet général, de mise à distance. Et Pierre Rabhi, c'est typiquement ça, tu vois, c'est vraiment l'idéologie de, euh, ouais, de fuite, quoi, voilà, de ZAD un peu, quoi, tu vois, c'est un peu, voilà, on fait notre truc dans notre propre coin, on est destituant, tu vois, ça va être Agamben ou ce genre de truc, quoi. Ouais, il y a deux choses moi, dont je veux parler. Bon, déjà, juste pour finir sur le cousin Jancovichiste, c'est quand même intéressant de voir que ce gars-là, en tant qu'ingénieur, un ingénieur, c'est quoi? Et on pourrait dire pareil d'autres métiers de ce type, avec ce type de niveau d'études. En fait, c'est quelqu'un qui tient sa place sociale uniquement du fait de son... Enfin, qui pense, hein, évidemment, il y a de la reproduction sociale, mais qui pense qu'il tient sa place sociale uniquement du fait de son intellect.
Mmh. Alors que quelqu'un qui fait une école de commerce, pour reprendre le truc de papa, c'est pas uniquement de son intellect. Et donc c'est pour ça qu'il a ce truc-là de trouver les autres cons, mais de pas non plus être communiste ou de vouloir abolir la hiérarchie, parce qu'en fait il est quand même en haut d'une certaine hiérarchie, qui est une hiérarchie intellectuelle, universitaire. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans, du coup, c'est que c'est des gens qui sont quand même un peu paradoxaux et qui peuvent tomber dans le communisme, dans un truc un peu plus. Il y en a dans le chat d'ailleurs qui l'ont dit, qu'on fait un an de jankovicisme avant de tomber dans le communisme, et qui vont peut-être passer par certaines idéologies rationalistes communistes, un peu à la Lordon, c'est des spinozo-marxistes, des trucs Et comme ça, un peu rationalistes communistes, et qui vont finir par switcher dans le communisme. Mais c'est aussi médié par le fait qu'ils gagnent pas 8K par mois, parce que si tu es ingénieur et que tu gagnes 8K par mois, tu vas rarement faire ce chemin-là, tu vois. Tu vas peut-être faire un chemin autre où tu trouves tout le monde, toujours des gens un peu cons, t'es un peu. T'es un peu dans la technique et tout, mais au final, bon, tu gagnes bien ta vie, tu deviens un libéral, peut-être même libertarien, en disant que l'État fait chier, l'État est trop con, et puis que toi, tu dois gagner ta thune, tu vois. et puis en plus, souvent, souvent c'est des gens aussi qui ont des parcours scolaires, comme tu l'as dit. Donc, comme tu l'as dit, ils ont un rapport collectif au monde, parce qu'ils se pensent comme une espèce d'élite nécessaire au fonctionnement de la société, et donc aussi nécessaire peuvent avoir, tu sais, une espèce de ce que moi j'appelle, et que je trouve négatif, mais qui est quand même moins problématique que le mépris de classe, une espèce de condescendance de classe, tu vois. C'est-à-dire de se dire, ils vont être au service de la société en étant tout en haut et en prenant les bonnes décisions et en faisant que la société tourne mieux, vu qu'ils sont ingénieurs, etc. Tu vois. Souvent, ces gens-là, c'est aussi des gens qui ont des parcours scolaires, donc qui ont aussi l'idéal méritocratique. Comme tu l'as dit, Jean-Eudes, qui passe son diplôme à HEC pour avoir accès à la villa à l'île de Ré, lui, si tu veux, il sait très bien qu'il n'est pas là pour ses capacités et qu'il va être là pour profiter. Mais ces gens-là, en plus, ils viennent souvent de classes inférieures, où ils ont eu peut-être des parents prolétaires ou classe moyenne basse qui leur ont dit qui l'ont poussé à faire des études, qui ont payé ses études, etc. Et quand tu te retrouves bah, justement en haut de ça, bah, tu as envie de, comment dire, de devoir ta méritocratie et ta position de classe supérieure. Alors si tu te rends compte dans un espace de crise qu'en fait que tu es là juste pour rien branler et en fait profiter d'un système purement hiérarchique, bah ça peut être ça, ça peut faire en sorte que tu aies une forme de désertion, tu vois. Et en plus, nous, on est dans une double crise. C'est-à-dire qu'on est en plus dans une crise matérielle de ces classes-là. C'est-à-dire que tu es ingénieur sorti dans les années 50-60, tu as, on va dire, et l'efficience intellectuelle, et l'efficience sociale, tu es reconnu, et l'efficience économique. Donc là, tu es dans une position parfaite. Voilà. Quand tu es dans les années 60, 80, 90, ça commence à se déliter, tu vois, en termes parce que ça se massifie, donc en termes de pouvoir, voilà. La classe des ingénieurs et des technocrates perd un peu de pouvoir parce qu'elle se massifie. Donc ils font des boulots un peu plus à la con, un peu plus rébarbatifs. C'est là où on a des imbéciles comme Graber qui appellent ça les bullshit jobs parce qu'ils ne comprennent pas les mutations du capitalisme. Voilà. Mais ils ont quand même toujours moyen de se payer la maison de vacances, tu vois. Donc ils se disent, bon, bah, ouais, c'est un peu con, mon taf, c'est pas ce que j'attendais, mais je gagne beaucoup. Et là, on va arriver dans une situation où les gens qui ont fait des écoles d'ingé, non seulement ils vont avoir zéro pouvoir, ils vont devoir supporter des imbéciles comme Bruno Le Maire qui leur dit quoi faire, voilà, des chefs du niveau de Bruno Le Maire, alors que eux ils ont fait des diplômes d'ingénieur, etc. Et en plus, ils auront des salaires de merde. Donc là, du coup, ça les fait passer du côté de la critique et de soit de la désertion, soit de la révolution. Et, et moi, ma théorie, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi la FI est si euh, comment dire, blacklistée, etc., je pense que euh, le RN, le FN a été un débouché politique pour une classe prolétaire, industrielle, blanche en déliquescence. Voilà. Et d'abord, elle est passée par une espèce de vote honteux, parce que c'était le paria du débouché politique. Tu vois. Et maintenant, la crise n'est plus que pour le prolétariat, pour qu'une partie du prolétariat, elle atteint les classes moyennes, c'est-à-dire les gens pendant qu'il y avait une crise des prolétaires en années 80,
qui eux étaient techniciens administratifs, etc. Bon, ils étaient tranquilles, donc ils votaient PS, UMP, peut-être s'ils étaient indépendants. Eux rentrent en crise, donc on a l'effet gilet jaune, et la crise s'accentue encore un peu plus. Et là, on a toute une nouvelle classe de jeunes diplômés en début de carrière, etc., qui vont être tentés par une gauche radicale, avec, voilà, ça va être Jancovici, ça va être Mélenchon, etc. Et là-dessus, il faut capter ça en énergie révolutionnaire. Et là-dessus, et c'est pour ça que et Mélenchon en capte déjà pas mal, voilà. Mais il faut qu'il aille beaucoup plus loin dans son débouché révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il soit beaucoup plus léniniste et qu'il fasse de ces couches-là la paysannerie euh, de 1917 pour que ces couches-là rejoignent la révolution avec le prolétariat qui a besoin de cette classe intermédiaire-là qui est dans les cercles de pouvoir, etc., pour renverser totalement le capitalisme. Mais ouais, je suis d'accord. Moi, je veux terminer sur un truc. Et donc, je finis Vas-y. juste. Donc, faisons en sorte d'avoir un vote honteux, parce qu'on parlait des repas de famille, tu sais. Euh, le cousin jancovichiste, tu vois, qui est bien aimé du grand-père, etc. Et le mec lui dit, le tonton raciste, enfin les tontons racistes maintenant, parce qu'ils sont hégémoniques, dit non, mais quand même, Damien, ok, mais tu vas quand même pas voter Mélenchon, tu vois. Et lui, il dit non, non, mais quand même pas, je vais pas faire ça, non, non, je suis bien plus sérieux que ça. Voilà. Et en fait, il vote Je vais voter Mélenchon Roussel, il dit. comme les ouvriers votaient honteusement FN. Et c'est pour ça que Mélenchon, il fait toujours des scores supérieurs à ce qu'on attend. C'est parce qu'en fait, il y a les mecs à la machine à café qui ont 30 ans, qui sont ingénieurs, et t'as des mecs de 55 ans qui leur disent non, mais Mélenchon, quand même, Gaza, tout ça, c'est pas possible. Voilà. Et ben lui, il dit ouais, non, c'est clair, franchement. Moi bon, vous savez, je suis de gauche, je vote Glucksmann. Et en fait, il dit putain, je vais les niquer. Je vais mettre un putain de bulletin Mélenchon à ces fils de pute. Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai envie de rajouter un truc sur cette analyse. L'opium du peuple, c'est quoi? L'opium du peuple de ces mecs-là, c'est tout ce qui les fait perdre. Mais notamment, j'ai envie de rajouter un truc parce que je l'ai vu en réel, c'est le libéralisme. J'ai vu des gars comme ça, tu sais, qui pourraient être comme ça et qui ont un livre Père riche, Père pauvre ou Comment devenir riche, tu vois. Et tu sais, les gars, ils sont baisés, ils vont pas devenir riches, tu vois. Mais il y a quand même des gars qui leur vendent des formations sur Internet, qui leur vendent de l'immobilier, du crypto, du je sais pas quoi et tout. Et ça, c'est leur opium à eux. Tu vois, la paysannerie avait le christianisme orthodoxe. Et eux, ils ont Elon Musk, tu vois. Et ils se disent, Ah ouais, ouais. peut-être que quand même, j'ai fait ingénieur. J'ai pas réussi à gagner vraiment beaucoup, mais je vais les baiser en faisant comme Elon Musk, je vais faire de la crypto et tout. Et puis ils vont se faire quand même baiser par la crypto et à la fin, ils finiront peut-être par voter Mélenchon, tu vois. Mais il y a ce truc-là, quoi. Ah ouais. Mais Musk, tu vois, Musk, c'est déjà, on est déjà passé ailleurs, quoi. Tu vois, Oui, mais Musk, il renvoie cet inconscient Oui, de l'ingénieur, tu vois, l'ingénieur qui a réussi dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que c'est un exactement. peu leur opium, c'est qu'ils se disent, ah, je suis quand même intelligent, je gagne 2002 alors que je devrais gagner 5000. Je vais peut-être, tu vois, je vais peut-être faire un truc génial en entrepreneuriat et ça va m'amener au bout. Et en fait, ils n'y arriveront pas, tu vois. Enfin, la plupart. Musk, il a cet effet fort, c'est-à-dire, et surtout, c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils adorent ça, parce qu'il renvoie deux sortes de réussite. C'est-à-dire, la réussite libérale, il est devenu riche, tu vois. Et en plus, il est devenu riche, tu vois, parce qu'ils ont ce complexe-là, et Trump joue là-dessus, mais on en parlera peut-être après, mais par rapport à la Chine, il est devenu riche en fabriquant des bagnoles, tu vois, dans l'industrie. C'est-à-dire, l'histoire américaine, tu vois, c'est le Ford, quoi. En plus, il est devenu riche par la spéculation, pas par les bagnoles, mais oui. Non, mais dans leur tête, c'est ça, tu vois ce que je veux Mais dire, dans c'est leur ça tête, bien sûr. tu vois, c'est ça qui fait le truc. Donc, Musk, c'est le sauveur, quoi. C'est-à-dire, c'est le nouvel Henry Ford dont on a besoin pour redevenir le pays dominant parce qu'on voit la Chine nous battre, quoi. Et c'est pour ça qu'il fait cette alliance avec Trump. Et c'est pour ça que quand on parle de Trump, on parle pas de l'impérialisme comme on l'a connu avec les démocrates ou même avec les néoconservateurs à la bouche. On parle d'une vision impérialiste de l'Amérique, mais beaucoup plus la première économie du monde, la première économie de l'innovation, et non pas simplement la puissance militaire qui offre l'universalisme et l'évangélisation et les lumières au monde, quoi. C'est vraiment assez différent. Ouais, je suis d'accord. Bon, on va s'arrêter là pour cette capsule. Ouais, bon. N'hésitez pas à nous dire qui y avait à votre réveillon. On n'a peut-être pas cité assez de figures féminines d'ailleurs.
Alors il y en a plein qui peuvent passer en figure féminine. On a cité que des trucs d'écolo, en fait, on prend les femmes pour des espèces de vieilles biques, écolo-todelier ou écolo-rhabille. Alors peut-être qu'on doit avoir un portrait quand même féminin, sinon on va passer pour des les masculins Malheureusement, qu'on les est. femmes sont encore en train de faire la cuisine et la vaisselle, en fait. C'est peut-être ça C'est qui se vrai. passe. C'est que, en fait, on n'est encore pas assez avancé sur le. On se croit tous progressistes, mais en fait, ça reste encore les dîners, les conversations politiques, et ça, vous pourrez regarder, ça reste encore les hommes au Dijon qui le font pendant que les femmes sont en train de s'occuper du goûter des gamins, parce que ça finit souvent à 17h, ces repas-là. Et puis les Et femmes ont intériorisé un truc aussi de pas l'ouvrir. Mm. Tu vois? C'est-à-dire que et ça, mais moi je l'ai vu d'ailleurs, parce que, c'est pour ça aussi que mon rôle de tonton antiraciste est important. C'est que tu vois des gars balancer des dingueries, tu vois que les meufs elles sont pas forcément d'accord parce qu'elles sont souvent plus progressistes que les mecs, tu vois? Ouais. Mais elles disent pas, tu vois? Elles disent pas parce que faut quand même pas foutre le bordel au repas de Noël, tu vois? Non, Et, mais du coup, bah, moi, ça me fait marrer d'arriver et de l'ouvrir un petit peu, tu vois. Ah bon, t'es sûr pour les trans et tout, machin. Parce que tu dis, il y a des gens là-dedans, d'ailleurs, peut-être il y a peut-être des gens qui veulent transitionner autour de la table, tu vois, t'en sais rien, tu vois. Tu dis, bah, en fait, si tu laisses juste les mecs parler et balancer des trucs réac, bah, t'en as aussi sur la conscience. Donc, il faut arriver et pouvoir défendre des trucs, tu vois. ouais, et puis en plus, tu sais, les femmes, elles ont intériorisé cette dépolitisation. C'est-à-dire que c'est elles qui disent aux hommes, non, mais vous engueulez pas. Je parlais de ma grand-mère tout à l'heure. Ça, c'était vrai, c'était pas du théâtre. Mais non, mais vous engueulez pas. Oh, Christian, on va pas. Tu vois, elles ont intégré que la politique était quelque chose de masculin, euh, de fin de repas, de viril, où on s'engueule, tu vois, pendant qu'elle, elle s'occupe des tâches ménagères. Enfin, ça, et vous vous rendez compte, ça bouge, mais c'est encore très, très normal. Moi, je me rappelle de quand j'étais jeune d'avoir vu le film Titanic, tu vois. Et dans Titanic, il y a une scène. J'aime bien parler des films très populaires parce que du coup, on voit des choses que tout le monde a vues. Et tu sais, t'as la scène où ils sont tous à table. Je sais pas, tu l'as vu le film ou pas? Parce que toi, pas du tout. Oui, je l'ai vu, ouais. Mais tu sais, ils sont tous à table, ils déjeunent ensemble, donc dîner très bourgeois, très voilà. Et puis à la fin, euh, ils disent à DiCaprio, là, Jack Dawson, là, vous venez prendre un brandy avec nous, tu vois. Et il dit, mais et lui qui est dans un milieu populaire, donc déjà beaucoup plus mixte que ces milieux très bourgeois fin 19e, début 20e. Et il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, ben là, ils s'enferment dans un fumoir où ils refont le monde entre eux en buvant des coups. Tu vois, tu te dis, mais oui, c'est encore ça, tu vois. Et même dans les milieux populaires, c'est encore ça. C'est-à-dire, la politique est un domaine. Enfin, les discussions politiques sont réservées aux hommes. Les femmes vont beaucoup plus s'occuper de la logistique, les gamins qu'il faut faire goûter, qu'il faut changer s'ils sont petits, la vaisselle, débarrasser la table, vous allez le voir. Enfin, c'est encore très prégnant, quoi. Mais ouais, d'ailleurs, je voudrais juste rajouter un truc, notamment par rapport aux personnes LGBT, mais aussi, ouais, aux questions. Tu parlais des questions de sexualité et tout, on voit pas mal de gens, alors que ce soit à droite ou à gauche, tu sais, faire limite des blagues sur des woke, tu sais, qui seraient un peu relous, tu vois? Qui balanceraient des dingueries à leurs parents, à leurs grands-parents pour les faire chier sur, l'homosexualité, la transidentité, des trucs comme ça. Et ça, je trouve justement que c'est un truc, alors je sais pas si ça existait un jour, mais alors aujourd'hui, je trouve que ça existe absolument pas, tu vois? À part dans des sketchs de Kev Adams, tu personne qui arrive et qui va voir son grand-père qui dit: «Bah regarde, je suis trans, ça te casse bien les couilles», tu vois? Non. Par contre, les trans, ils ferment leur gueule dans ces des fois même alors qu'ils sont out dans la société, ils vont pas l'être pendant ces repas-là, justement comme ça, et ils vont quand même se faire casser les couilles parce que tu vas avoir des remarques transphobes, des remarques, LGBT-phobes autour de la table, tu vois? Et je pense qu'il faut vraiment qu'on évite de tomber dans des choses. Moi, ça m'amuse des fois de me moquer des woke, tu vois? Tu sais, mais c'est Oui, souvent oui. un peu on fait Mais tu souvent un sais, peu des caricatures. Mais t'as des gens en fait, t'as des gens qui passent limite pas Noël en famille ou qui passent un Noël de merde ou des fêtes de merde à cause de leur orientation sexuelle ou de genre, tu vois? mais Et, tu sais, c'est la faute des gens autour de la table, c'est pas la faute de ces gens-là, tu vois? et en plus, tu sais, tu as un côté. On parle aussi des woke, mais c'est très difficile tu sais, d'assumer une forme d'écart à la norme Mmh. tout en n'étant pas complètement excentrique. Tu Mmh. vois, donc ce sera moins pardonné, moins compréhensible par les gens. Et en fait, dans les familles, dans certaines familles, un peu, on va accepter tu sais, genre le- euh, comment dire,
par exemple, pour l'homosexualité, on va accepter machin qui est la folle du coin, tu vois, qui va surjouer la féminité. Ah, mais lui, il est comme ça. Bon, bah, on a ça dans la famille, tu vois, mais il va y avoir une tolérance parce que ça va être une excentricité absolue. Par contre, si c'est le premier fils, on croyait qu'il allait reprendre la boîte comme les autres, il est maçon comme son père, etc., et qu'annonce qu'il est gay, qu'on n'a pas vu venir, ça, ça va être beaucoup plus violent, tu vois. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, des fois, le surjeu est paradoxalement un moyen de se faire accepter. Tu vois, parce que la surexcentricité fait que bon, on n'y comprend rien, mais bon, c'est un peu l'exception du groupe, etc. Alors que si tu veux rentrer dans des relations un petit peu plus normales, reprendre la boîte, machin, etc., mais que tu es homosexuel, ça va moins bien passer que si bah, tu comprends, il est pas. Oh, mais lui, mais c'est normal, il est différent, il est parti faire ses études à Paris, tu vois, enfin, il y a un côté quelque chose de très, très, voilà. Et donc, bah, effectivement, quand tu es dans des stratégies comme ça, bah, des fois, tu es obligé de vraiment te mettre en écart pour pouvoir être supportable par ta famille. Et c'est une violence absolue, voilà. Et ça, et ben, on parlait tout à l'heure solidarité de classe, bah voilà, c'est ça, il faut être solidaire de ces camarades-là, de ces gens qui ont besoin dans les Miss périodes de Julia dans stress. le chat qui dit femme trans, j'ai été interdite de mettre les pieds à un repas de famille pendant 10 ans, ça facilite les repas de famille. Mais ouais, en fait, c'est aussi ça la réalité des repas de fin d'année pour certaines minorités, et notamment pour les trans en particulier, hein, parce que je pense que c'est vraiment la minorité la plus Ouais, discriminée à ce mais niveau-là, tu vois. c'est ça. Et du coup, des fois, si tu vaut mieux rentrer dans un cliché, vaut mieux rentrer dans un stéréotype, même très excentrique, pour être acceptable, que d'être entre les deux. Voilà. Et c'est pas forcément. Et voilà, et on parlait de solidarité, de camaraderie, bah effectivement, il faut être là pour. Enfin, moi, c'est quelque chose que je fais pour être militant depuis longtemps. Voilà, toujours poser la question euh, des gens qui sont militants, qui ont des problèmes. Voilà, bah, qu'est-ce que vous faites pendant cette période-là? Si vous avez besoin, bah, vous venez, et puis voilà. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas s'il y a d'autres choses. Sinon, on peut s'arrêter ici. N'hésitez pas à nous raconter et à nous dire qui vous étiez dans le réveillon, qui y avait à votre réveillon dans les commentaires. Beaucoup de gens N'hésitez pas aussi à vous Je suis sûr abonner. qu'il y a beaucoup de gens covichistes dans ton chat. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne principale et à cette chaîne, la chaîne secondaire Pas du Stream. N'hésitez pas non plus à vous abonner au Twitter de Position Revue et à aller voir leur dernier numéro sur le site de Position Revue, l'Empire masculin, avec plein de contributions féministes, marxistes. Et n'hésitez pas non plus à donner sur le Tipeee qui se trouve dans la description. Et merci à tous. Sur ce, on vous dit à plus. Salut!